Parce que vendredi soir, donc, la Manif pour tous, qui existait depuis plus de 10 ans, a disparu pour laisser place au syndicat de la famille. Et la Manif pour tous, pour ceux qui l'avaient oublié, en 2013, et notamment sur l'impulsion initiale de Brigitte Bardot, qui était très médiatique, avait fait descendre dans les rues des milliers de personnes, 2 ou 3 fois de suite en 2013, dont une grande manifestation le 24 mars 2013, dont vous fêtiez également le 10e anniversaire, et avec une mobilisation de la société civile que depuis n'a pas été renouvelée. C'était une manifestation d'une société civile conservatrice, certes, mais les progressistes qui ont voulu mimer ensuite ces mobilisations-là n'ont pas réussi à arriver à la cheville. Donc, ma première question était une question, dans le fond, un peu naïve, de savoir si cette société conservatrice, dans le fond, existait toujours, ou si vous prenez acte, dans le fond, d'un manque de dynamisme aujourd'hui de cette Manif pour tous que vous avez enterrée sans tambour ni trompette. Alors en fait, au contraire, cette société civile qui veut défendre la famille, elle y est toujours extrêmement attachée parce qu'elle en voit toute la nécessité, le caractère irremplaçable, et j'allais dire la société d'aujourd'hui, dans lesquelles montent les problèmes de délinquance, de violence, dans laquelle la famille se défait, l'engagement se défait, la natalité s'écroule. Eh bien, ces centaines de milliers de personnes qui ont manifesté en 2013, mais aussi en 2015, en 2016, en 2019, encore en 2020, se rendent compte qu'il faut changer de paradigme et peut-être se présenter autrement, agir différemment, c'est-à-dire sous la forme d'un syndicat. Mais on voit bien que la famille, en France, est très attaquée, très critiquée, très exclue aussi. Il n'y a même pas de ministère de la famille. Et donc, il a paru absolument impératif de poursuivre la défense de la famille que nous menons depuis 10 ans, mais d'une autre manière, et en étant encore plus explicite sur cet objectif de défendre la famille. C'est-à-dire que vous renoncez aujourd'hui à ces grandes manifestations populaires, de faire redescendre dans la rue des Français pour défendre un idéal qui est celui de la famille ou celui qui était contre le mariage pour tous, c'est-à-dire contre le mariage, contre la loi Taubira. C'est-à-dire que la Manif pour tous, elle a toujours défendu, effectivement, en l'occurrence, le respect de la différence des sexes et donc de la complémentarité homme-femme pour fonder une famille. Donc la Manif pour tous a défendu le mariage, mais aussi le respect des besoins et des droits de l'enfant, la filiation père-mère-enfant. Donc s'est opposé et continue à s'opposer, bien sûr, à la PMA sans père et s'oppose à la gestation pour autrui. Tout cela, c'est un bloc idéologique, toutes ces revendications mariage de personnes de même sexe, PMA sans père, GPA, ce sont des revendications idéologiques qui sont fondées sur le gender, maintenant on dit plutôt le wokisme, et qui nient la différence des sexes. Or, elle est fondatrice de la famille. Sans elle, la famille n'est pas. Et nous ne renonçons pas, pour revenir à votre question, du tout à manifester. Un syndicat, ça revendique, ça défend, ça propose, ça alerte, mais ça mobilise, et notamment par des manifestations. Il est fort possible, compte tenu des mesures qu'on peut craindre, des projets qu'on peut craindre dans les temps qui viennent, que nous ayons à nouveau à manifester. Mais nous avons aussi beaucoup à proposer, c'est-à-dire que les politiques, pour une part, sont très critiques à l'égard de la famille et ne cessent de proposer des mesures qui, en fait, déstructurent la famille, alors que la personne et la société ont absolument besoin de la famille. Il n'y a pas de l'éducation d'un enfant, qu'un enfant soit aimé, entouré, éduqué, qu'il vive, si possible, dans la mesure du possible, bien sûr, avec ceux qui lui ont donné la vie. Eh bien, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Qu'est-ce que vous combattez et qu'est-ce que vous demandez ? Alors, et puis vous avez du côté d'un autre côté de l'échiquier politique, un certain nombre de politiques qui ne disent rien sur la famille, qui n'ont pas d'idée sur la famille et qui n'ont justement pas de propositions. Et pour venir à nos propositions, c'est d'abord d'avoir une vision globale sur la famille. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, par exemple, vous parliez de la loi Taubira, elle était portée par le ministère de la Justice, alors qu'il s'agit du mariage. Vous avez les lois dites de bioéthique qui sont portées par le ministère de la Santé, alors qu'on parle pour une large part de la procréation et de la filiation. Finalement,
on travaille tous les sujets, où on approche les sujets complètement en silo. Alors, il y a la politique familiale, alors il n'y a même plus de ministère de la famille. Faut savoir que 80% des Français vivent en famille. La France compte près de 19 millions de familles. Il n'y a même plus de ministère de la famille. Depuis 2017, c'est absolument invraisemblable. Et encore une fois, la famille structure la société, et en particulier parce qu'elle éduque les enfants. Et nous proposons d'avoir une vision globale. Nous défendons la famille, la paternité, la maternité, les droits et les besoins de l'enfant, la solidarité intergénérationnelle. Et nous souhaitons aussi faire valoir que de la natalité à la fin de vie, de l'éducation à la santé, de l'emploi à la culture, eh bien, on est le regard et une approche qui prennent en compte la famille. Aujourd'hui, les parents ont de plus en plus de mal à élever leurs enfants. Alors on disait, je crois que c'était Malraux qui parlait des enfants, ces grands aventuriers du 21e, les parents, les aventuriers du 20e siècle. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Tout va à l'encontre de l'éducation des enfants. Alors que et la famille est de moins en moins soutenue, aidée, encouragée. Les mesures de déconstruction n'ont fait que s'accélérer au fil du temps. Et donc, il faut changer de paradigme, il faut changer de braquet, parce que nous pensons que si la société va mal, s'il y a une forme de dys-société, c'est parce que la famille va mal. Et ce constat, il est fait depuis déjà des dizaines d'années. Par exemple, Evelyne Sulro, qui est la fondatrice du planning, l'une des fondatrices du planning familial, a publié en 2000 un livre qui s'appelait La crise de la famille. C'était pas une conservatrice. Elle constatait la réalité des familles qui ne se font plus, qui ne se font pas. Le mariage s'écroule, par exemple, et aujourd'hui même la natalité. En même temps, la famille est fragilisée. Et il faut donc la soutenir et l'encourager. Il faut agir pour anticiper ces difficultés. Il y a urgence à mettre cette réflexion sur la famille au cœur de nos politiques publiques, dans des aspects absolument fondamentaux. Donc je l'évoquais, l'union, le couple qui s'unit pour fonder une famille, le mariage. Et il faut mettre en valeur le mariage. C'est la forme d'union la plus stable, la plus protectrice pour l'enfant, qui a besoin de stabilité. Et puis, donc, la procréation, etc. Mais au-delà, c'est la vie familiale qui doit être prise en compte. On va reprendre en détail vos mesures. Véronique Jacquier. Oui, les propositions, c'est une chose. Faire bouger les lignes, c'en est une autre. Comment faire sans avoir de relais fort en politique? Quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez vraiment agir et donc, à ce titre, être vraiment crédible? Alors, pour tout vous dire... Parce que sinon, on va vous cornériser. Vous allez subir le même sort que la Manif pour tous. Alors... en vérité, si vous voulez, depuis 10 ans que nous agissons, alors nous sommes très connus pour les manifs que nous avons faites, bien entendu, mais nous n'avons pas cessé en permanence de rencontrer des élus locaux et nationaux, de rencontrer des institutionnels, de faire des propositions, de communiquer, de former. Et tout ce travail, contrairement à ce qu'on croit souvent, il a porté des fruits. C'est-à-dire que, je vous prends l'exemple de la gestation pour autrui, aujourd'hui et depuis en fait 10 ans, il n'est plus question de légaliser la gestation pour autrui. Il y avait eu des propositions de loi de légalisation avant. Aujourd'hui, il n'est plus question de la légaliser. Alors, attendez un peu. Attendez, non, mais il y avait eu des propositions de loi déposées au Parlement. Il n'y en a plus depuis 10 ans et il y a eu au contraire des propositions de loi pour renforcer l'interdiction. En revanche, il y a une bataille pied à pied sur la question des transcriptions des actes de naissance des enfants des GPA. En prétendant, les progressistes ou les associations LGBT prétendent, qui portent cette revendication de la GPA, prétendent que ces enfants n'ont pas d'identité, ce qui est absolument faux. Ils ont heureusement et évidemment un acte de naissance qui est reconnu par la France, même s'il est établi à l'étranger. Donc il y a une bataille pied à pied parce qu'en face de nous... Et vous demandez quoi et nous, on demande qu'on soit beaucoup plus ferme face à la pratique et au recours à la GPA à l'étranger. La France ne peut pas tolérer l'exploitation de femmes, la location de femmes et l'achat d'enfants ni sur son territoire ni à l'étranger. Et donc nous demandons notamment qu'on interdise aux Français aussi d'avoir recours à la GPA à l'étranger, entre autres mesures. Et par ailleurs, la non-marchandisation des corps, elle doit être constitutionnalisée, puisqu'aujourd'hui, il y a une marchandisation qui se répand, non seulement des corps, mais aussi des produits du corps humain, et je pense aux gamètes sexuels. Est-ce qu'il y a une mesure phare qui pourrait résumer, dans le fond, pour que nos téléspectateurs comprennent bien votre position, une mesure phare qui pourrait résumer votre position sur la famille? Quelle serait l'urgence d'une mesure
pour venir en aide à la famille? Alors, je vais vous dire, l'urgence, ce serait d'abord d'avoir un ministère de la famille qui ait des capacités transversales, c'est-à-dire qui puisse, comme c'est le cas de certains ministères, travailler en transversal avec l'ensemble des autres ministères et que nos projets politiques, d'une manière générale, soient décidés en tenant compte de leur impact sur la vie familiale. Ça, c'est absolument impératif, c'est extrêmement urgent. Je vais vous prendre un autre exemple, la fin de vie. Alors on parle, bien sûr, à propos de l'euthanasie et du suicide assisté, on parle des patients, des malades, à juste titre, on parle des soignants, ce qui est tout à fait nécessaire et légitime, mais quand parle-t-on de la famille? La fin de vie, elle est accompagnée par la famille, par les plus proches, et c'est eux qui sont les premiers concernés en dehors du patient, bien sûr, et qui vont vivre de telle ou telle manière, et parfois extrêmement douloureusement, la manière dont la personne s'éteint, la manière dont elle part. Et donc la question de l'euthanasie et du suicide assisté, la famille doit être aussi au cœur de ceux qui sont consultés et de ceux qui sont pris en compte dans ce débat. C'est, ceci dit, pour prendre un exemple. Je pense aussi qu'une mesure extrêmement importante serait de respecter réellement les droits et les besoins de l'enfant. Aujourd'hui, on en est loin, c'est-à-dire que l'intérêt supérieur de l'enfant est instrumentalisé, on prétend à toutes sortes d'études et en réalité, on ne cesse d'aller contre les besoins les plus fondamentaux de l'enfant. Je prends la PMA sans père, typiquement. On a déclaré que les pères, c'était secondaire. Et schlock, légalisons la PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules. C'est absolument invraisemblable. Mais on le fait dans bien des domaines. Je prends la question de la pornographie. Il faudrait l'accès à la pornographie des mineurs. On devrait être beaucoup plus ferme et efficace. Et quand on en a la volonté politique, on peut dans ce domaine-là. Et puis, aujourd'hui, on a un sujet très grave qui est l'incitation, le prosélytisme, je parlerai même de propagande, auprès des mineurs pour leur dire « t'es peut-être pas un garçon, t'es peut-être pas une fille », et il faut que tu t'auto-détermines pour être heureux et éventuellement tu changes de sexe avec des effets irréversibles. C'est un scandale absolument incroyable sur le plan humain. Alors là encore, c'est aux familles et non pas à Monsieur Blanquer, ex-ministre de l'Éducation nationale. Je pense à sa circulaire sur ce sujet-là. Ce n'est pas à l'école, ni à la CAF d'ailleurs, de traiter ce sujet. C'est aux familles. Et il y a une défiance vis-à-vis des familles et vis-à-vis des parents de nos gouvernants. Donc vous affrontez très directement, sans avoir à prononcer le mot, vous affrontez cette idéologie du wokisme, c'est bien ceci. Vous êtes la première... Est-ce qu'on peut résumer votre position en disant que vous êtes la première opposition officielle au wokisme, qui est donc cette idéologie qui invite à choisir soi-même son sexe et à choisir soi-même son genre? Absolument, mais cela fait 10 ans que la Manif pour tous dénonce l'idéologie du genre. En 2012, en fin 2012, nous disions, dans les premières manifestations, on veut du sexe, pas du genre. On voyait déjà que le substrat de ce à quoi nous avons assisté ces dernières années consistait à dire homme ou femme, ça n'est qu'une construction, ça n'a pas d'importance. Donc, on peut marier 2 hommes ou 2 femmes ou un homme et une femme, ça revient au même, et on peut avoir un enfant qui aura prétendument 2 pères ou 2 mères, ce qui est une aberration anthropologique et qui ne tient pas compte de la réalité. Et la suite, ce qui se déroule, c'est toujours le même raisonnement, c'est on n'est pas homme ou femme, donc un enfant n'est pas forcément garçon ou fille, et c'est à lui, suivant son ressenti subjectif et intérieur, de s'autodéterminer. Mais on emmène les enfants, des ados, dans une illusion, dans une chimère, et dont malheureusement ils paieront des dégâts, des conséquences dramatiques. Et donc cette opposition au wokisme, qui attaque en particulier la différence homme-femme, mais aussi la famille, elle est absolument nécessaire parce qu'autrement, on voit bien, pour revenir à la famille, à quel point elle se défait, à quel point elle se déstructure et à quel point nous avons un problème d'éducation. Si l'éducation nationale, d'ailleurs, ne peut plus enseigner, c'est notamment parce qu'elle voit arriver dans les écoles, à l'école, des enfants qui ne sont plus, que les parents ne parviennent plus à éduquer. Il y a un manque immense et je n'entends pas les politiques en parler, je n'entends pas les politiques s'en soucier. Alors si, personnellement, dans des rendez-vous privés, en entretien, ils comprennent tout à fait ce que je développe là. Cela les intéresse, mais au-delà de ça, il faut aussi développer une certaine culture de la famille et des propositions, et c'est ce que nous voulons absolument faire dans les temps qui viennent. Combien de divisions
Combien de divisions derrière vous? Parce que vous avez beaucoup d'ambition, mais on a du mal à comprendre avec qui vous allez travailler et comment vous allez peser, surtout dans le débat. Alors, je vous remercie de cette question. D'abord, nous appelons à se syndiquer, à devenir membre du syndicat de la famille. Comme Yvan le rappelait tout à l'heure, les manifestations de la Manif pour tous, donc de 2013, mais encore jusqu'en 2020, même si les médias s'y sont moins intéressés, ce sont des manifestations immenses et nous avons toujours une partie de la population française qui est derrière nous. L'autre jour, l'IFOP a fait une étude qui disait que 25% des Français défendent et sont en adéquation avec nos idées. Puis je vais vous dire, la famille, elle est plébiscitée par les Français. Toutes les enquêtes le montrent. Les politiques, pour des tas de raisons, ne veulent pas en parler, ne veulent pas s'y intéresser, ne sont pas à l'aise, ou alors au contraire veulent plus d'individualisme et donc vont contre la famille. Mais la famille, elle est plébiscitée par les Français. Est-ce qu'on pourrait imaginer une concordance des luttes, puisque cette expression est à la mode, qui ferait se rassembler la Manif pour tous et les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes du premier épisode, les Gilets jaunes de cette France plutôt conservatrice d'ailleurs, et qui pourrait, sur ce dénominateur commun, être d'accord avec vous. Partout où je vais, les gens viennent me voir en me remerciant pour ce que je fais. Alors ils en font pas, ça ne veut pas dire qu'ils viennent manifester, mais ils voient très bien, ils comprennent très bien à quel point on est dans une déconstruction qui est gravissime et que nous payons très cher. Et tous, sur un plan humain, c'est très très grave. Et bien sûr, en particulier les plus vulnérables. Et les Gilets jaunes, nous les avons longuement et souvent rencontrés. Nous avions même fait une enquête auprès des Gilets jaunes parce que nous étions très frappés de ce qu'ils parlaient sans cesse dans leurs inquiétudes, dans leurs préoccupations, dans leurs urgences, de la fin du mois et pas de la fin du monde, comme ils disaient. Ils parlaient sans cesse de leurs parents âgés, de leurs enfants. Et c'était cela qui les préoccupait. C'était le moteur qui les guidait pour dire on ne peut plus y arriver, on ne va pas y arriver. Et c'était pour leurs proches, pour leur famille, qu'ils s'en souciaient. Et avec cela pourtant des familles un peu déstructurées malgré tout. En même temps, des familles assez déstructurées. Il faut dire qu'on nous a tellement, et on pousse tellement à l'individualisme, on a tellement déconsidéré et dévalorisé le fait de s'engager, qu'il y a moins d'engagement aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure, il y a moins de mariages. Et donc, il y a moins de stabilité dans la société. Et on sait depuis des années que le taux de séparation des couples, qu'ils soient concubés, pacsés ou mariés, est extrêmement important. Et donc, le lien qui reste pour toujours et toute la vie, et quoi qu'il arrive, et c'est là où la famille est fabuleuse, même si elle a aussi ses difficultés, il ne faut pas non plus l'idéaliser. Elle est nécessaire, mais bien sûr, elle a des difficultés aussi. Et c'est pour cela qu'il faut la soutenir. Mais ce lien indéfectible, il est avec les parents et avec les enfants, parce que, quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments de difficulté et de brouille, eh bien, on reste l'enfant, ou parent, pour toujours. Et c'est ce lien qui est tout à fait particulier. Les liens familiaux sont tout à fait particuliers et spécifiques. C'est différent de l'amitié, c'est différent des autres relations qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, j'ajoute que pendant le confinement, les Français sont allés se confiner en famille. Tous les Français. Alors, on entendait le gouvernement. La seule chose qu'il était capable de dire, c'est il est dangereux pour les enfants d'être confinés en famille. Mais c'était invraisemblable. Oui, il y a des familles qui ont des difficultés et c'est pour ça qu'il faut l'encourager, la soutenir, travailler à anticiper les dysfonctionnements qu'il peut y avoir et qui sont, dans ce cas-là, justement, humainement, d'autant plus graves que c'est la famille. Et en même temps, le gouvernement aurait pu souligner que les parents avaient assuré tous les rôles auprès de leurs enfants et, sauf exception, avaient été tout à fait remarquables et nécessaires. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère. Donc,